bonjour. Durant l'été 2017, un satellite russe Olympe, se faisant passer pour un satellite relais Lutch, est venu s'approcher en orbite géostationnaire un peu trop près d'un satellite de défense franco-italien, Athena Fidus. L'affaire a été révélée un an plus tard par Florence Parly, ministre des Armées, et cela a entraîné, ou on va dire, ça a contribué à la décision de développer une stratégie spatiale de défense pour la France. Celle-ci a été présentée par le président Emmanuel Macron, puis par Florence Parly l'été dernier. Et l'un des éléments essentiels a été la création d'un commandement de l'espace pour gérer ces aspects de la stratégie. Depuis donc 15 mois se sont écoulés. Une pandémie est passée par là et nous sommes là aujourd'hui pour discuter de ce qui a été fait au niveau du commandement de l'espace et qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les ambitions et est-ce qu'on en a les moyens dans le fameux monde d'après. Donc je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium, et pour évoquer tous ces sujets avec nous, nous avons le général Michel Friedling, qui est commandant du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Monsieur Emmanuel Kiva, directeur de l'agence de l'innovation de défense. Et deux industriels, messieurs Franck Poirier, PDG de Sodern, dont la société, je crois, doit jouer un rôle assez important dans ces affaires. Et monsieur Poirier représente aussi les équipementiers au COSPAS, le comité de concertation entre l'État et l'industrie sur les affaires spatiales. Et enfin, monsieur Philippe Gauthier, PDG d'Emeria, équipementier et constructeur de petits satellites, dont la société devrait aussi jouer un rôle important dans les activités du commandement de l'espace. Je vais passer tout de suite la parole au général Friedling pour qu'il nous explique un peu les ambitions justement du commandement de l'espace et ce qui s'est fait depuis un an. Merci beaucoup. Écoutez, je suis honoré et heureux d'être ici dans cette table ronde. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions ? Je ne serai pas celui qui répondra non, mais parce que je crois fondamentalement que nous avons les moyens, mais je vais y revenir. Je voudrais d'abord planter le décor en rappelant, même si j'imagine que c'est assez connu aujourd'hui, mais en rappelant quand même brièvement les points clés de cette stratégie que vous avez évoquée, et en disant ce qu'est ce commandement de l'espace, et je répondrai ensuite à cette question. Et donc, les éléments clés, qu'est-ce que c'est ? C'est que face à un double constat, c'est-à-dire l'espace est un milieu essentiel au fonctionnement de notre économie, de notre société, à notre sécurité, et deuxième constat que c'est au cœur d'une compétition industrielle et stratégique sans précédent, et qui s'accélère avec des menaces qui apparaissent. Et bien, face à ce double constat, la stratégie reconnaît l'espace comme un milieu de confrontation à part entière, avec ses enjeux propres, et donc c'est un tournant majeur pour les armées parce que ça nous fixe un objectif qui est une capacité de défendre nos intérêts dans l'espace. Et donc il s'agit donc de renforcer notre autonomie stratégique et de garantir notre liberté d'action et d'accès et d'action dans l'espace avec deux lignes de force. La première, je l'ai évoqué, c'est répondre aux menaces émergentes. La deuxième, c'est consolider notre autonomie stratégique, notamment en revisitant le modèle industriel, c'est-à-dire en tirant le meilleur parti de l'approche industrielle classique du domaine spatial qu'on connaît, mais également en tirant profit des opportunités qu'offre le New Space. Et donc on a une feuille de route en 4 axes. Alors le premier, c'est une nouvelle doctrine avec la capacité à mener des actions dans l'espace. Le deuxième axe, c'est une nouvelle ambition capacitaire. Le troisième axe, c'est une nouvelle gouvernance avec la création de ce fameux commandement de l'espace, mais également la revisite de notre relation avec le CNES, entre le ministère et le CNES. Et le quatrième axe, c'est le développement de l'expertise spatiale. Donc voilà pour le paysage, je dirais, la stratégie spatiale de défense. Le commandement de l'espace, qu'est-ce que c'est ? Il a été créé selon des principes d'efficacité opérationnelle, de cohérence, de visibilité, de simplicité. C'est ce qui est écrit dans la stratégie spatiale de défense. L'idée, c'est de concentrer l'expertise spatiale du ministère dans une entité assez rare, dans une entité particulière, en lui confiant à la fois des responsabilités, mais également des ressources pour exercer ces responsabilités. Alors c'est un objet un peu à part, c'est un objet un peu particulier, parce que c'est à la fois un commandement interarmé, mais c'est également un commandement de l'armée de l'air. Il reçoit ses directives fonctionnelles du chef d'état-major des armées, pour ce qui concerne
et c'est très important, les opérations d'une part, mais également ce qu'on appelle la politique spatiale militaire, qui couvre les capacités, la préparation de l'avenir et les coopérations. Mais c'est un commandement de l'armée de l'air, et donc c'est le chef de l'armée de l'air et de l'espace maintenant qui en exerce le commandement organique, et ça couvre notamment toute la génération d'expertise, tout ce qui est donc parcours professionnel. Donc cette double subordination en fait vraiment, et la nature de ses responsabilités en fait vraiment un objet à part dans le paysage. Je crois que c'est un excellent choix, il faut bien le comprendre pour ensuite voir ce qu'on attend de ce commandement. C'est un excellent choix qui a été fait au moment de la stratégie spatiale de défense pour concilier à la fois concentration d'expertise, délégation des responsabilités et agilité, je dirais. Bon, et le CDE, je termine en disant sur ce décor, le CDE est un élément d'un collectif, au premier rang desquels, évidemment, on a le CNES qui est notre partenaire au quotidien pour mettre en œuvre cette stratégie. Alors j'en viens à la question qui nous est posée. Un an après sa création, le CDE a-t-il les moyens de ses ambitions? Alors d'abord, je le dis ici, le CDE n'a pas d'autre ambition que de mettre en œuvre la stratégie spatiale de défense. Il n'a pas d'ambition propre, une stratégie qui a été décidée par le président de la République et élaborée sous la direction de la ministre. Voilà, c'est ça notre ambition. Cela étant dit, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on avance assez vite dans la mise en œuvre de la concrétisation de cette ambition? Au fond, c'est ça la question. Et si nous n'allons pas assez vite, est-ce qu'il s'agit d'une question de moyens? Bon, de mon point de vue, nous n'avons pas de difficultés s'agissant des moyens. D'abord, on a une impulsion et un soutien politique fort. Et donc, ça facilite quand même beaucoup les choses. Et j'ajouterais qu'on a non seulement une impulsion et un soutien, mais on a un suivi politique constant de la concrétisation de cette ambition. Et nous faisons des points réguliers à la ministre qui suit ça évidemment de très près. Ensuite, des moyens et des ressources, nous en avons. On a les ressources financières qui ont été allouées par la loi de programmation militaire, auxquelles se sont ajoutés 700 millions d'euros décidés par la revue spatiale. On a une trajectoire RH et un accroissement des effectifs du commandement de l'espace qui ont été décidés par la ministre. Et donc on sait aujourd'hui qu'en 2025, on est environ 250 aujourd'hui, qu'on sera 500 dans ce commandement de l'espace pour mettre en œuvre ces stratégies. Enfin, je dirais que la réalisation de ces effectifs, elle est concrète. L'armée de l'air, qui est notre commandement organique, notre autorité organique, joue le jeu. Et dès l'été dernier, nous a affecté 30 personnes supplémentaires, au détriment d'ailleurs d'autres commandements. Et ça sera le cas encore l'été prochain. Et enfin, j'ajoute qu'en termes de ressources, et non pas de moyens, mais de ressources, on a un investissement de tous les acteurs du ministère et en dehors du ministère, puisque les industriels, et on a ici des représentants, jouent le jeu parfaitement de cette stratégie. Donc oui, on a les moyens de nos ambitions. Et d'ailleurs, des résultats, nous en avons. On est en train de renouveler nos capacités d'appui aux opérations, capacités majeures. On a signé des premiers contrats de service s'agissant de la surveillance de l'espace. On a signé un protocole avec le CNES avec des avancées dans de nombreux domaines et une relation qui est plus étroite que jamais. On a formé nos premiers opérateurs spatiaux. Nous aurons nos premières infrastructures à Toulouse en 2023 et notre premier centre de commandement, je dirais, outil de combat des opérations spatiales militaires en 2025. Nous avons une réflexion très avancée sur la question de la surveillance de l'espace, du C2, de la donnée. On a une feuille de route capacitaire et avec un programme à effet majeur pour ce qui concerne la maîtrise de l'espace qui ont été élaborés et qui seront présentés prochainement à la ministre. On a lancé les travaux pour une démonstration de capacité à opérer en orbite en 2023 ou 2024. Bon, on a quelques sujets à régler, mais c'est très bien engagé et donc on est extrêmement confiant. On a mis en place notre premier embryon de laboratoire d'innovation spatiale des armées avec des premiers résultats dont on pourra parler. Et enfin, on a signé une adhésion de la France à la communauté spatiale des opérations et on a quelques lettres d'intention qui sont en négociation et en cours de signature avec d'autres pays. Voilà, donc des résultats concrets, on en a, on avance concrètement, on avance assez vite avec beaucoup d'agilité. Est-ce qu'on avance assez vite? Enfin, suffisamment vite, sans doute jamais assez, on pourrait espérer aller plus vite, mais enfin je pense qu'il faut, et je conclurai par là, il faut dire que dans une organisation aussi structurée que le ministère, les changements prennent du temps. Publier un arrêté de création, je dirais que c'est pas facile, mais c'est peut-être le plus facile. Derrière, il faut ancrer la nouvelle structure dans son environnement, lui donner sa légitimité par la compétence, par les résultats, par la preuve. Il faut adopter de nouveaux modes d'action parce qu'on a un tempo très fort et donc il faut être plus agile, plus rapide. Ça perturbe les équilibres antérieurs et il faut retrouver de nouveaux équilibres. Et donc tout n'est pas qu'une question de moyens. Il faut le temps de générer des compétences, il faut le temps
d'identifier et de mettre en œuvre des nouvelles technologies à hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Il faut aussi celui de la réflexion, parce qu'on découvre un domaine qui est complètement nouveau. Donc il faut prendre le temps de réfléchir, de comprendre, de découvrir, de tester. Il faut pouvoir se tromper, recommencer. Il faut tirer profit des erreurs des autres. Et de ce point de vue-là, on peut tirer profit des erreurs des Américains sur la question du C2 spatial, qui ont pris 10 ans et dépensé des centaines de millions de dollars pour finalement se planter, recommencer à zéro. Donc vous voyez, nous on veut essayer d'éviter ça tout en allant vite. Donc ça n'est quand même pas facile. Et je terminerai en disant que c'est vraiment nouveau ce qu'on fait. On a un théâtre d'opération spatiale qui est assez largement inconnu du point de vue militaire, je dirais, en tout cas en tant que théâtre d'opération, qui est mondial par définition, qui alterne le temps quasi réel avec des anticipations longues, ce qui est extrêmement compliqué, avec des normes de tout point de vue technique, juridique, qui sont en devenir, qui sont largement inconnues. Et donc je dirais que d'une certaine façon, c'est le brouillard de la guerre dans un milieu qui pourtant est transparent. Donc c'est un paradoxe total. Voilà. Je conclurai vraiment très brièvement en disant qu'il y a deux sujets qui sont au cœur de notre future capacité à suivre la situation spatiale et à conduire des opérations. C'est la donnée et le C2. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde, voire même d'un autre forum. Merci beaucoup. Donc on va essayer de faire une accélération un peu sur ce qui a été fait concrètement depuis un an. Donc si j'ai bien compris, il y a un besoin de moyens, un besoin de structure. Comment est-ce que ça avance ? Je vais commencer par l'industrie, monsieur Poirier. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis un an et comment vous avez avancé sur tous ces dossiers ? Alors depuis un an, d'abord merci d'avoir invité deux industriels, ce qui est significatif. Ce sont des industriels qui travaillent au niveau de la partie spatiale, c'est-à-dire ce qui part là-haut, mais il ne faut pas oublier effectivement la partie sol qui est tout aussi majeure et que je représente de la même façon. Qu'est-ce qui s'est passé en un an ? D'abord, pour moi, la création du CDE est un fait majeur. C'est le fer de lance de cette souveraineté dans l'espace. Et l'industriel est dans le continuum de ce fer de lance. On est là pour servir cette souveraineté et nos capacités industrielles sont essentielles. Je pense qu'Emmanuel Kiva parlera d'innovation. C'est aussi un point, pour moi, essentiel. Il est pour cela essentiel d'inclure la politique industrielle dans nos réflexions autour de la maîtrise de l'espace. Sodern, mon entreprise, travaille depuis bien plus d'un an, sur la maîtrise de l'espace. Alors je vais juste citer un exemple. Il s'agit de capteurs de rendez-vous, des moyens d'imagerie. Nous discutions déjà, même avant la naissance du CDE, sur ces sujets-là. Le sujet marquant récent de l'année, c'est quand même la réalisation de capteurs d'intrus pour embarquer sur Syracuse 4A et 4B. Ce fait-là a été marqué par la ministre de la Défense quand elle est venue en visite au mois de juillet. C'est qu'un capteur d'intrus. Un capteur d'intrus, en gros, c'est essayer de détecter si un Lucho Olympe, par exemple, arrive proche ou est en approche d'un satellite d'intérêt pour nous. C'est-à-dire voir s'il y a quelqu'un qui arrive et ensuite voir s'il y a une agression possible. Voilà, donc avec de l'imagerie, etc. Mais l'intrus, c'est vraiment quelqu'un qui arrive. Donc c'est un capteur, pour nous, c'est dans la continuité de l'innovation que nous avons depuis plus de 20 ans. Un capteur d'intrus, c'est en gros comme un viseur d'étoile. Un viseur d'étoile. L'idée de viseur d'étoile que nous fabriquons depuis très longtemps, c'est on regarde la boule céleste, on détecte les étoiles et on enlève tout ce qui n'est pas une étoile, des parasites, un satellite, etc. Et à partir de là, on en déduit une orientation d'un axe de caméra. Détecter un intrus, au lieu d'enlever tout ce qui est parasite, tout ce qui n'est pas une étoile, on fait l'inverse. On enlève les étoiles, il reste. Et dans le reste, on va voir s'il y a un intrus. Avec un signal persistant. Persistant, avec des manœuvres, etc. Donc, c'est le même métier. On est, encore une fois, en termes techniques, technologiques, on est dans un continuum qui est extrêmement important. Et si on veut aller vite, d'ailleurs, avec nos moyens, c'est se servir de ce que nous savons faire, nous, industriels. Je prends juste l'exemple de Sodern, mais il est plus général que ça. C'est se servir de ce qui existe et qui est déjà très innovant et qui peut servir. Une autre société, alors je laisserai Philippe Gauthier parler de la plateforme qui existe, qu'il faut peut-être adapter, sans doute même. On peut citer Silas,
sur la partie laser. Mais là, je laisserai d'autres en parler que moi. Donc pour nous, c'est percevoir toute manœuvre d'approche par un satellite étranger pour un capteur d'intrus. J'ai expliqué comment ça marche. On est vraiment dans notre cœur de métier. Quant au Covid, puisque ça faisait partie de votre question, il a eu un impact sur l'efficacité industrielle de tous, bien sûr, mais surtout sur notre capacité à auto-investir. Et c'est là un point important. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard avec le plan de relance. Justement, Monsieur Gauthier, une fois qu'on a repéré un intrus, j'ai entendu parler d'un concept de satellite Yoda dans lequel vous seriez éventuellement impliqué. Comment est-ce que Emeria se positionne sur... Enfin, qu'est-ce qu'Emeria a fait sur ses activités depuis un an et comment vous positionnez-vous pour la suite du programme? D'accord, bah écoutez, à mon tour, je vous remercie effectivement pour l'invitation et pour ce beau tour de table. Pour illustrer un petit peu, et aller dans le sens effectivement des propos du général, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses depuis un an dans ce milieu New Space, si tant est que ça veut dire quelque chose. En décembre 2019, on a lancé le premier nanosatellite français qui s'appelle Angels. Et ça a été un succès. Il remplit parfaitement sa mission, qui est de collecter des informations dans le cadre d'une constellation Argos. Et en fait, ce lancement, c'était le fruit, le succès de 3 ans de développement intensif, et sur lequel on a beaucoup appris, et on a mis en... C'est pour ça que je suis très optimiste pour la suite. On a mis en œuvre en fait tous les concepts d'agilité, d'ambition collective que le général évoquait. Angels, en fait, c'est quoi? C'est un projet commun entre un groupe d'industriels animé par Emeria. Donc il y a une vingtaine d'industriels, le CNES. Commun, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble sur une plateforme commune, dans une espèce de start-up, si vous voulez, qui animait ce projet. Angel, c'est aussi un démonstrateur, mais opérationnel, c'est-à-dire que c'est pas un machin, si vous voulez, qui vole dans l'espace et qui ne fait que de la démonstration technologique, c'est-à-dire que il remplit une mission, il doit durer un certain temps. Donc ça, c'est tous des concepts qu'on va s'efforcer d'appliquer, bien évidemment, dans le cas des ambitions du commandement de l'espace. Angel, ça a été aussi, pour suivre le fil et illustrer ce propos, ça a été la création derrière d'un opérateur économique qui s'appelle Kineis. Ça veut dire que très rapidement, le produit en fait de ce démonstrateur passe à une échelle économique intéressante avec une levée de fonds. Ça a été une levée de fonds de 100 millions, ce qui est quand même très significatif, dans lequel d'ailleurs, au passage, il y a eu moitié investissement public, moitié investissement privé. Emeria y a participé. Donc vous voyez cette année, on a vraiment mis en œuvre pas mal de choses qui nous servent d'ores et déjà et qui vont nous servir en termes d'esprit, en termes de méthode, en termes de collectif, pour aller dans le sens effectivement des objectifs et de l'ambition que décrivait le général. Voilà. Donc on a aussi fait pas mal d'études de faisabilité pour commencer à travailler sur des concepts type par exemple Yoda que vous évoquez. Yoda, pour ce que j'imagine pouvoir en dire, ce sont des petits satellites qui vont être placés en orbite géostationnaire pour s'occuper de la protection en fait, en particulier des satellites importants français. Voilà, donc une année très riche. On a aussi très dernièrement créé une nouvelle société, une nouvelle start-up dans laquelle on investit, qui s'appelle Prométhée. Voilà. Prométhée qui sera sur une autre table ronde aujourd'hui. Monsieur Kiva, donc on comprend bien, il y a des besoins d'innovation technologique, il y a aussi des besoins d'innovation structurelle. Je ne sais pas jusqu'où va votre mandat. Et il y a une planification, mais est-ce qu'il y a aussi de la place pour une action proactive dans l'innovation? Comment l'AID se positionne-t-elle sur tous ces sujets? Alors, merci beaucoup. L'AID, c'est l'Agence Innovation Défense. Alors, si le commandement de l'espace est nouveau, l'agence n'est pas très ancienne non plus, puisque je rappelle qu'on a été créé en septembre 2018 par la ministre des Armées, Florence Parly. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre vocation, c'est d'orienter, de piloter l'innovation de défense, de pouvoir également capter et détecter l'innovation qu'on va trouver dans le civil
et on pourra parler de dualité parce que le monde spatial est un monde éminemment dual, et puis d'accélérer et de déployer au profit des utilisateurs. Et pour cela, nous gérons un budget d'environ 1 milliard d'euros. Évidemment, le sujet spatial est un sujet qui nous intéresse au premier plan. D'abord parce que tout ce que nous faisons, c'est pour assurer notre supériorité opérationnelle et notre autonomie stratégique. Et ce qu'on voit aujourd'hui qui se passe chez nos alliés ou dans d'autres pays, eh bien, c'est l'émergence de nouveaux acteurs qui parfois transcendent les États et qui ont un accès à l'espace. Et ça, c'est une situation nouvelle. C'est également des plateformes technologiques qui ont un impact immédiat sur notre autonomie stratégique. Je pense par exemple au X-37B de nos amis américains, mais également des annonces récentes des Chinois. Donc, ce sont des navettes orbitales autonomes, les Chinois ayant annoncé un modèle analogue sur la base du Shenglong ou de la Ocean. Donc, c'est une réalité. Et face à cette réalité, effectivement, le général l'a rappelé, la ministre des Armées a annoncé cette stratégie spatiale qui est déclinée à notre niveau dans un document qui s'appelle le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Alors comme ça faisait un peu long, ça se prononce droïde, comme ça tout le monde le retient, et qui montre que cet espace, ce domaine spatial tu rappelais les chiffres, 700 millions d'euros sur la durée de la LPM, eh bien c'est une priorité qui va évidemment impacter l'agence au premier plan. C'est un sujet d'intérêt sur lequel nous on va se positionner. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, nous, quelque part, une usine à accélérer des projets de différents types, des projets qu'on appelle de technologie de défense, c'est-à-dire les projets qui vont nous permettre de nous doter des briques technologiques permettant d'atteindre les futures capacités dont le général parlait. Et nos priorités dans ce domaine-là, c'est quoi? C'est la pérennisation des capacités d'appui spatial aux opérations. C'est le fait de développer une capacité de surveillance de l'espace. C'est le fait également de protéger, de durcir nos capacités spatiales. Et puis on vient de l'évoquer, et évidemment on ne peut pas tout dire là-dessus, mais acquérir une capacité de défense active dans l'espace. Et donc ces projets de technologie de défense, on en a lancé un certain nombre, on est en train d'en lancer un nombre également, et on va en lancer plusieurs. Il tourne autour du renseignement d'origine image, du renseignement d'origine électromagnétique, de ce qu'on appelle l'hyperspectral spatial, de la protection, de l'alerte avancée. Donc c'est très concret, ce sont des projets de plusieurs L'alerte avancée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la détection des départs de missiles. Par exemple. Par exemple. Et puis des capacités de surveillance depuis l'espace, de l'environnement, et on vient de l'évoquer. Mais il y a aussi d'autres projets, des projets d'accélération d'innovation, c'est-à-dire qu'on fait appel à des PME qui viennent ou non du domaine spatial ou viennent ou non du domaine de la défense. Et là aussi, on pourra en parler. On a mis en place des outils nous permettant d'être proactifs et réactifs vis-à-vis de ces acteurs-là. Par exemple, on vient de lancer un projet qui s'appelle Proxima avec une société qui s'appelle Exotrail sur le fait de pouvoir positionner des petits satellites en orbite géostationnaire. Il y a également les projets de recherche et puis les projets que nous on appelle d'innovation participative. C'est des projets qui viennent de l'intérieur des armées et même dans le domaine spatial, on trouve des officiers de l'armée de l'air et de l'espace, par exemple, qui ont des projets que l'on va aider à développer. Et donc je conclurai en disant que ça, c'est du très concret. S'ajoutent à cela également les échanges qu'on peut avoir avec le laboratoire d'innovation spatiale des armées, le LISA, et ce que nous avons, nous, à l'intérieur de l'agence qui s'appelle l'Innovation Défense Lab. En fait, on crée un réseau de laboratoires, de centres d'expérimentation des armées, de centres techniques, les clusters techniques de la DGA. Et tout ce monde-là discute ensemble, ce qui nous permet de démultiplier finalement nos efforts et de pouvoir contribuer à l'accélération des projets, par exemple, qui seront portés par le laboratoire du CDE. Et enfin, bien évidemment, on a un dialogue constant avec les industriels. Vous voyez, je n'ai même pas eu peur, je me suis assis entre deux industriels. Ça prouve qu'on se connaît et on interagit de manière très très régulière. Donc, si j'ai bien compris, le commandement de l'espace est là pour pérenniser l'infrastructure spatiale française, et je pense aussi celle de nos alliés peut-être, sur orbite. Ce qui implique de pérenniser l'action du commandement de l'espace, c'est d'avoir un outil industriel et d'innovation qui se tienne. Et pour pérenniser cet outil, il faut avoir le nerf de la guerre, il faut avoir des budgets. Donc j'ai noté 700 millions dans le cadre de la LPM.
Bon, avec la crise actuelle, les questions de budget, il y a un peu des millions et des milliards qui volent dans tous les sens. Mais est-ce que aujourd'hui, ces financements et le financement de la pérennité de l'outil industriel, de la BITD, la base industrielle et technique de défense, est remis en cause ou pas? Et quels sont les moyens qui vont être mis à disposition entre les différents plans de relance et même les plans qui existaient avant? Parce que... Alors, d'abord, je voudrais corriger, si vous me permettez. C'est pas 700 millions sur LPM. Le monsieur Kiva disait 700 millions. 700 millions, c'est la somme supplémentaire qui a été accordée au secteur spatial dans le cadre de la revue spatiale qui a abouti à la stratégie spatiale de défense sur la durée de la LPM. En réalité, les financements qui sont accordés au spatial de défense sur la durée de la LPM, c'est 5,3 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. Tout programme confondu, c'est-à-dire programme 144, les études amont, études technologiques, programme 146, l'équipement, donc le renouvellement des capacités, programme 191, donc programme dual CNES Défense, programme 178 pour l'achat de services spatiaux, puisque c'est une des priorités de la stratégie spatiale de défense, de mixer à la fois maintenant, d'ajouter à l'acquisition de capacités patrimoniales par le programme 146 des services spatiaux. Ce qui est d'ailleurs une autre façon de pérenniser la BITD. On peut faire de l'innovation aussi à travers de l'achat de services. Je crois que c'est aussi un modèle économique qui convient au ministère des Armées et qui convient aussi à des industriels. Et donc voilà, donc 5,3 milliards d'euros, c'est quand même une somme significative. Et cet argent-là, pour répondre à votre question, cet argent-là, il est là, il est bien là. On n'a pas, dans le cadre de la crise actuelle, du tout eu de velléité de la part de qui que ce soit de toucher à ces sommes. Je dirais même qu'on est plutôt en train à la limite de se demander s'il ne faut pas en faire davantage. Mais pour le moment, et comme je le disais moi dans mon intervention, on n'a pas, de mon point de vue, de problème de ressources. Cet argent-là nous permet de faire beaucoup de choses déjà sur la durée de la LPM. Si je peux me permettre de réagir, effectivement. D'abord, le plan de relance comprend une partie de financement des activités duales et spatiales. Nous avons la chance d'avoir une LPM qui est une LPM de renouveau, de reconquête. En ce qui concerne l'innovation, puisque je ne parle que de ça, une espèce de monomaniaque de l'innovation, c'est 491 millions d'euros qui sont au total dans le document dont je parlais tout à l'heure, le Droïde, et qui sont dédiés au spatial. Mais au-delà de ce qui est strictement dédié au spatial, il faut aussi se rendre compte que les investissements qui sont consentis, par exemple, dans le domaine information, dans le domaine renseignement ou dans un domaine tel que les technologies transverses, vont aussi bénéficier au domaine spatial. Donc c'est tout un écosystème finalement qui est mis en place. Puis je voulais simplement signaler que nous avons également une action vers, certes, la BITD, mais également toutes les PME qui peuvent contribuer à cet effort. Il y a un fonds qui préexistait à l'agence, qui est un fonds qui s'appelle Definvest, dont le montant va bientôt doubler. Et ce fonds a déjà investi dans des sociétés. J'étais avec la ministre chez une société qui s'appelait Earthcube, puisqu'elle s'appelle maintenant Preligence, qui vient de boucler une augmentation de capital dont le ministère des Armées fait partie, qui est spécialisée dans le renseignement d'origine image, l'intelligence artificielle pour le traitement des données de renseignement, d'abord satellitaires et puis d'autres origines, qui a bénéficié donc de l'aide directe du ministère des Armées. Et puis, il n'y a pas très longtemps, alors la société Unseen Lab qui vient de tirer 2 satellites avec succès, 2 satellites. Alors oui, je n'ai pas dit cette nuit parce que je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais effectivement cette nuit, donc il n'y a pas du tout très longtemps, au jour où nous parlons aujourd'hui, elle vient de tirer avec succès 2 satellites. C'est une première mondiale, c'est pour la surveillance du trafic maritime. Et là aussi, on a un effort direct puisque nous avons investi dans le capital de cette société. Et puis bientôt, vous verrez qu'on créera un nouveau fonds d'innovation défense dédié justement aux sociétés duales, et ça sera bientôt annoncé et présenté par la ministre dans les semaines qui viennent. Alors, Monsieur Poirier, il existait donc, il y a par exemple, de la place pour les équipementiers dans les plans de relance. Il existait un plan équipementier avant le plan de relance. Comment tout cela s'imbrique pour aider à la réalisation des objectifs du CDE? Alors le plan équipementier spatial,
C'est un sujet très, très particulier qui est lié qui était lié d'abord à la partie civile du domaine spatial. Encore une fois, on est dans un schéma dual. Nous avons eu quelques problèmes lors de la ministérielle de l'ESA du mois de novembre, qui est quand même un franc succès. Novembre dernier, il y a un franc succès parce qu'il y a une énorme contribution européenne au domaine spatial pour la surveillance du climat, par exemple, ou pour aller sur Mars. C'est vraiment un énorme succès de plus de 14 milliards d'euros sur 3 ans, souscrit par les États européens, partie prenante autour de l'ESA. Ceci est très important. J'avais appelé l'attention sur le fait que pour cause de retour géographique, les équipementiers pouvaient être pénalisés, français, pouvaient être pénalisés par manque de financement de développement pour leur bureau d'études et leur innovation. Malheureusement, sur les gros programmes, effectivement, il n'y a pas beaucoup de développements qui sont financés à cause du retour géographique. Et donc, c'est-à-dire que les maîtrises d'œuvre vont en France, oui, donc les maîtres d'œuvre français sont obligés de prendre. Je comprends que les maîtres d'œuvre et la France aient besoin d'avoir un drapeau de maîtrise d'œuvre de satellite et de mission. Donc c'est là où j'ai dit attention, il faut quand même soutenir les équipementiers, il ne faut pas les oublier. Et puis ils ont un bureau d'études a priori innovant d'ailleurs. Les petits sont très agiles, etc. Il faut faire très attention, d'où un plan équipementier. Le plan équipementier, c'est justement arriver à d'abord fin de cartographie de ce tissu industriel agile, innovant, incluant le New Space par exemple, pour pouvoir les suivre et faire des choix. Donc cartographie, mesurer les flux d'argent, évidemment, que ce soit au travers des financements français à l'Agence spatiale l'ESA, pardon, y compris également les flux financiers nationaux. Donc, en fait, cela revient à demander ou à mettre en place plutôt, et c'est le CNES qui a pris la main, bien sûr, il a renforcé la mise en place d'une politique industrielle, concertée évidemment avec l'AID et la DGA, puisque nous avons un tissu dual. Ceci est effectivement très important. À partir de là, donc, des actions sont en cours. Le plan est arrivé le Covid. Et bien finalement, le fait qu'on ait quelques difficultés avec la ministérielle de l'ESA, le Covid a augmenté la difficulté parce que nous avons perdu une capacité d'autofinancement. Je rappelle qu'un équipementier qui n'arrive pas à financer ses équipements pour vendre sur le marché à l'export mondial, on est très bien positionné sur le marché export mondial, au sens général, tous les équipementiers. On accède à des marchés qui ne sont pas accessibles aux maîtres d'œuvre d'ailleurs, puisqu'on vend aux concurrents des maîtres d'œuvre, partout dans le monde. Et donc ce point-là essentiel fait que si un équipementier n'arrive pas à financer son équipement dans sa version générique à l'exportation, pour tout le monde en fait, et s'il loupe une marche d'innovation, s'il loupe son nouveau produit, 3 ans après c'est mort. On a un cycle de développement qui doit être permanent et un cycle d'ailleurs qui s'accélère dans le temps. Et c'est aussi très important. Et si on loupe une marche, c'est quasiment terminé pour celui qui n'y arrive pas. D'où, pour nous, la période Covid, c'est une deuxième vague par rapport à la ministérielle de l'ESA. D'où une attention encore accrue, plus importante à porter sur le plan équipementier. Le plan équipementier, il y a un point majeur aussi, c'est qu'il a été validé sans problème par nos 2 maîtres d'œuvre français, que sont Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. C'est remarquable, très bien. OK, on a compris, tu as raison. Ont été validés par les 3 ministères de tutelle, c'est-à-dire Bercy, la recherche et la défense, en disant c'est extrêmement important pour le tissu industriel spatial. Madame la ministre de la Défense, quand elle a visité Sedan, a réaffirmé l'importance de ce plan équipementier quand elle est venue en juillet. Donc voilà. Au nom de la filière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 365 millions d'euros additionnels par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure pour le plan de relance spatiale. Et dedans, il y a une certaine priorité qui est donnée aux équipements. Alors, je ne me souviens plus, c'est 365 millions, c'est la partie qui vient... Plan de relance qui est inclus dans les 100 milliards du plan de relance de la France. D'accord, non, parce qu'il y a un plan de relance pour le spatial de 515 millions oui, d'euros, dont mais 365. dans mon souvenir, une partie vient du plan R&D. de relance européen, oui, qui pour moi est bloqué. Soyons positifs. D'accord. Alors, donc, pour revenir sur les aspects duo, le dual permet le commercial. Emeria est déjà bien avancé sur les constellations grâce à Kinéis.
Comment est-ce que vous voyez ça comme un moyen finalement d'aider, de soutenir l'industrie des équipementiers et des petits maîtres d'œuvre? Oui, alors je vais reprendre cette question, puis peut-être m'insérer aussi dans la question des ressources précédentes. Alors, pour parler effectivement des ressources financières, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des problématiques effectivement de ressources humaines, de compétences, etc. Mais enfin bon, on peut faire un focus sur la finance. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Enfin, je pense que les pouvoirs publics font un effort tout à fait remarquable, aussi bien dans la commande, dans la subvention, dans les fonds propres aussi, avec des solutions qui sont finalement assez innovantes. Donc, je pense qu'on n'a pas, enfin, c'est pas ce que je vis en tous les cas, on n'a pas de problématique de manque de moyens financiers. S'il fallait faire une petite remarque, bon, on a toujours les petits travers français, enfin, ils sont peut-être partout pareils, d'une certaine forme de complexité quand même des guichets, enfin, bon, entre les régions, les trucs, enfin bon, donc pour une PME par exemple, c'est quand même pas toujours simple de trouver son chemin, et je parle pas de l'Europe, etc. Mais enfin, bon, il y a quand même un peu de complexité, ce qui peut générer d'ailleurs une autre problématique aussi, qui est la problématique du rythme que citait le général, hein, c'est-à-dire que les moyens financiers sont là, mais il faut contractualiser, et ça parfois ça prend un peu trop de temps à notre goût. Et sur la partie effectivement fonds propres, là je pense paradoxalement, là où le New Space en particulier en France et plus particulièrement en français a besoin peut-être de faire des efforts, c'est de savoir attirer plus de financement privé. Pour répondre à votre question duale, le spatial doit fonctionner effectivement, on va dire moitié institutionnel, moitié dans l'institutionnel, il y a évidemment le militaire, moitié privé. Et moi je trouve que ça change, mais en France on n'a pas encore assez de fonds d'investissement privés qui investissent effectivement dans le New Space. Si on prend la comparaison avec les États-Unis, c'est absolument flagrant. Donc je pense que les pouvoirs publics font le job, fournissent de la ressource financière, mais que une de nos préoccupations c'est d'attirer les financements privés. Et c'est au travers effectivement de projets duo, vous avez cité Kineis, qui montre bien, qui servent des intérêts à la fois souverains et des intérêts commerciaux, qu'on peut précisément attirer des investisseurs qui soient à la fois privés, sur une logique purement économique, et des investisseurs qui sont publics. Donc je pense qu'on est en train grâce à tous ces véhicules, de toute cette dynamique, on est en train de trouver le modèle français qui à mon sens, peut fonctionner de façon très positive. Est-ce que je peux me permettre de réagir? Je réagis juste à ce que vous disiez sur la complexité de l'accès, le fait de devoir trouver le bon interlocuteur. Peut-être pas bien compris. Non, c'est simplement, nous avons mis en place, mais on est véritablement en train de le passer à l'échelle. On est très conscient de cette problématique, et donc on a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique. C'est vrai que, on va dire, il y a quelques années, j'étais moi-même industriel, je me rendais compte que pour arriver à se faire financer en tant que PME un projet par le ministère des Armées, il fallait d'abord connaître les dispositifs financiers auxquels on avait droit, de soutien à l'innovation, subventions, contrats, marchés, etc. Généralement, il fallait connaître l'interlocuteur ou trouver le bon moyen d'accéder à l'interlocuteur. Autrement dit, on demande effectivement à des PME des choses qui dépassent très largement et leurs compétences, leur domaine et leur réseau. Et donc, c'est finalement à nous de faire ce travail-là. Donc on a mis en place ce guichet unique. Alors je vais juste parler d'autre chose que l'espace pendant un instant, parce qu'on l'a testé, et on l'a testé justement parce qu'on a lancé un appel à projet pendant la première phase du Covid. On a dit voilà, on va financer pour 10 millions d'euros de projets d'intérêt permettant de lutter contre le Covid. Et donc à cette occasion-là, on va tester notre guichet unique. Alors on n'a pas été déçus, hein, les banques partent de stress test, je peux vous dire qu'on l'a eu aussi, puisqu'on a reçu en 3 semaines 2580 projets. Ces 2580 projets, on les a traités en 3 semaines. Donc on a montré que ça marchait, et finalement, effectivement, on a retenu 40 projets qui ont été financés pour 10 millions d'euros. Mais tout ça pour dire que on a mis en place maintenant ce guichet, il va trouver son rythme de croisière, et le principe, c'est que les PME s'adressent à nous. Via le portail de démarches simplifiées du gouvernement, ils nous adressent simplement en quelques pages un descriptif de leur projet, et c'est à nous finalement de faire ce travail, d'identifier et le bon instrument financier, le bon dispositif, et le cas échéant de pouvoir porter, accélérer ces projets-là. Donc effectivement, on est très conscient de cette difficulté. J'ai bon espoir que on soit sur la bonne voie justement pour pouvoir le résoudre. Et la ministre a d'ailleurs signé une instruction ministérielle de l'innovation de défense qui précise la manière dont
un projet est labellisé, accompagné, quels sont les points d'entrée et quelles sont les différentes phases. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons essentiellement de souveraineté spatiale française, d'industrie française, d'innovation française. Tout à l'heure, je lisais dans le quotidien du matin que Boris Johnson allait lui aussi lancer son commandement de l'espace en Grande-Bretagne. Et comme la mode est aussi, on va dire, aux coopérations européennes, on espère tous que le SCAF se fera. Est-ce qu'il y a de la place dans la feuille de route du commandement de l'espace et dans les activités de l'industrie et de l'innovation pour des partenariats dans un cadre européen? Et éventuellement aussi une question sur les technologies qui vont être développées pour le commandement de l'espace, seront-elles exportables? Ça fait plusieurs questions, ça c'est... D'abord, je pense que nous avons ouvert un chemin, nous avons été précurseurs avec cette revue spatiale et cette stratégie spatiale de défense et la création de ce commandement de l'espace. Mais pas uniquement en termes d'objets visibles, ce qui est le commandement de l'espace, mais en termes de positionnement par rapport à une problématique, celle que constitue le constat que j'ai évoqué dans mon introduction. Et vraiment, je peux vous dire, parce que je me suis beaucoup déplacé jusqu'à ce que la crise du Covid nous impose de rester dans nos frontières. Et partout où je suis allé, en Europe, au Japon, en Inde, aux États-Unis, alors aux États-Unis, ce cas de côté, mais en Australie, cette stratégie, les annonces de la ministre et la création du commandement de l'espace ont été regardées de près et prises en exemple, et je pense ont donné une impulsion. Et donc l'exemple britannique l'illustre. Les Britanniques, effectivement, viennent de terminer une forme de revue stratégique à l'issue de laquelle ils vont donner davantage de moyens aux capacités dans le domaine cyber, spatial, et à l'issue de laquelle ils ont annoncé la création d'un UK Space Command. Donc il faudra voir quelle est la forme de ce commandement, mais je pense qu'on va encore observer dans les semaines qui viennent la création des annonces de ce type-là. On a l'Italie qui a annoncé il y a quelques semaines un Space Command, mais qui, pour moi, ressemble davantage à ce que nous avions déjà auparavant, c'est-à-dire le commandement interarmé de l'espace, qui était en fait un bureau interarmé en charge des capacités, de coordonner l'activité des différents services et capacités spatiales italiennes. Mais voilà, il y a une dynamique qui se crée. Mais pourquoi elle se crée, cette dynamique ? Parce qu'il y a une vraie réalité dans l'espace aujourd'hui. Et j'aurais peut-être pu insister davantage dans mon introduction, c'est-à-dire que ce que nous avions constaté lors de notre revue spatiale, on le voit, et on le voit s'accélérer. C'est-à-dire qu'on a fait un constat qui est juste, mais on ne pensait pas que ça irait aussi vite en réalité. Donc vous avez cité l'exemple de la navette chinoise, mais il y a beaucoup d'autres événements dans l'espace, dont certains ont fait l'objet de publications qu'on trouve dans la presse ouverte, des tweets du général Raymond du Space Command. Donc il y a beaucoup de choses. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est de voir que certains pays dont on disait qu'ils étaient finalement un peu en retrait maintenant par rapport à la Chine reviennent sur le devant de la scène, et c'est eux qui sont à la limite les plus inquiétants. Je ne citerai aucun pays, mais vous saurez à quoi je fais allusion. Et donc, ce constat, il était bon, nos décisions sont bonnes, on a pris un temps d'avance maintenant, mais ça nous impose un certain tempo. C'est qu'il faut aller vite, on l'a dit, l'agilité, l'innovation, etc. Mais l'innovation, ça foisonne. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'initiatives, à la fois de l'industrie, mais également des gens qui sont au laboratoire d'innovation spatiale, etc. Donc après, au bout d'un moment, ce qu'il faut, et on en revient à la question des moyens, des guichets, etc., ce qu'il faut, c'est pas seulement faire circuler les ballons, au bout d'un moment, il faut les mettre au fond de la cage. Et donc ça, c'est un peu notre défi. On y arrive, je pense, quand même, on marque des buts, mais on va continuer. Voilà. Donc sur la question des coopérations possibles avec donc nos partenaires traditionnels, nos alliés, on va dire. Les coopérations, nous, c'est très clairement un des axes de la feuille de route de la stratégie, c'est-à-dire élargir les coopérations à de nouveaux partenaires et au domaine des opérations. Parce que jusqu'à présent, on avait des partenaires traditionnels et on coopérait essentiellement sur des capacités spatiales. Elio, c'est un très bon exemple, mais on en a d'autres. Et donc aujourd'hui, on a, alors je l'ai dit un peu dans l'introduction, on a
signé l'adhésion de la France, au nom de la ministre, à la communauté spatiale des opérations, qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et la France maintenant, donc 5 pays et le Canada, 5 pays des Five Eyes traditionnels plus la France et l'Allemagne. On conduit des exercices, ce qu'on appelle des War Games, avec ces nations-là plus le Japon, et donc ça a probablement une communauté des opérations qui va s'élargir également au Japon prochainement. Et donc voilà, on ouvre des partenariats avec ces pays-là. Donc ça, c'est la coopération multilatérale dans le domaine des opérations, mais qui a un forum dans lequel on ne traite pas que des aspects opérationnels, on traite aussi des aspects de normes de comportement, parce que encore une fois, dans ce milieu-là, on ne sait pas encore définir précisément ce que sont des règles de bon comportement. Or, c'est essentiel pour ensuite définir des actions à conduire dans l'espace pour empêcher effectivement quelqu'un de conduire des actions qui sont irresponsables, hostiles, potentiellement hostiles, etc. Ensuite, on a des coopérations bilatérales qu'on développe. Donc, on est en train de discuter avec des partenaires spatiaux importants. Et ce qui est intéressant, je le disais dans mon introduction, c'est que comme ce théâtre d'opération, puisque c'en est un aujourd'hui, est mondial, eh bien, nos partenaires traditionnels, ils sont plus nécessairement en Europe. On a des partenaires très importants, l'Allemagne, l'Italie en Europe. On a également des échanges avec le Royaume-Uni, mais on va aller chercher des partenariats, dans le cadre d'ailleurs de partenariats stratégiques de niveau politique, signés par les chefs d'État, avec le Japon ou l'Inde, par exemple. Donc on travaille beaucoup. Ensuite, sur la question de l'Europe, évidemment, il y a des travaux européens, notamment sur la surveillance de l'espace. Et là, on est complètement inscrit là-dedans. Il y a des officiers du commandement d'espace qui représentent le ministère des Armées aux côtés de la DGA et aux côtés du CNES dans les différents travaux européens, notamment sur la surveillance de l'espace, mais pas que, sur des projets d'innovation liés à l'alerte avancée ou d'autres. Alors justement, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les moyens de surveillance de l'espace européens, puisque nous approchons d'un Brexit et on ne sait toujours pas si nous allons garder les moyens britanniques dans les moyens européens de surveillance de l'espace. Est-ce que vous auriez une petite info en plus à nous donner ? Au niveau européen, il y a une chose très concrète qui s'appelle EUSST, qui est un consortium, qui est un consortium de nations volontaires, je dirais, qui vise à développer une capacité de surveillance de l'espace à partir de capacités nationales fournies par les membres du consortium, lesquels reçoivent des fonds européens pour développer une architecture, je dirais, globale, où on récupère des données, on établit et ensuite on offre des services d'anti-collision pour des opérateurs spatiaux notamment, mais également de rentrée à risque, enfin tous les risques qu'on trouve dans l'espace. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas d'incidence du Brexit sur l'avenir de USST. Et l'avenir de USST, il se joue plutôt sur la capacité à développer une architecture commune, sur la capacité à renouveler l'USST phase 1, puisqu'on va bientôt arriver à la fin, il faut faire une phase 2, et donc avoir un projet commun. Voilà. Bien. Nous commençons à nous rapprocher de la fin de la table ronde. Alors, je voudrais bien faire un tour rapide de vous quatre. Qu'est-ce qui, pour vous, représente le pire obstacle pour la réalisation des objectifs ? Avez-vous des craintes ou est-ce que vous n'en avez pas du tout ? Question un petit peu compliquée, et effectivement, à laquelle je vais évidemment pas répondre. Je dirais vous voyez bien qu'on est dans une phase de construction. Il y a eu cette phase d'élaboration de la stratégie. On est dans une phase de construction, au moins au niveau étatique, entre le commandement de l'espace, l'agence de l'innovation, la DGA, les armées, avec une montée en puissance. Moi, je suis quand même relativement confiant, parce que je pense qu'on est un pays assez admirable. On a un des rares pays qui a l'accès à l'espace. On est reconnu, et là aussi, je rejoins le général, je me suis beaucoup déplacé quand c'était encore possible. Je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais bon. Et on se rend compte que, en termes d'innovation, en termes de technologie, en termes de recherche, en termes d'industrie, la France est reconnue dans le monde entier, et notamment dans ce domaine-là. Donc, je vous fais une réponse un petit peu large, mais j'ai une certaine confiance aujourd'hui dans nos capacités, nos ambitions. Le général l'a souligné, nous avons aussi la chance d'avoir à la fois une loi de programmation militaire de renouveau et un soutien politique fort. Et donc je pense qu'il y a en ce moment une véritable fenêtre d'opportunité. Donc les difficultés, il y en a toujours. C'est évidemment très compliqué dans un monde qui est complexe.
complexe, avec certains partenaires qui sortent de l'Europe. Vous parliez des Anglais, le Brexit ne remet pas en cause les accords de Lancaster House sur la défense, dont on fête d'ailleurs le 10e anniversaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous avez la tenue du Franco-British Council, où on va réaffirmer, en présence de la ministre, notre coopération. Donc moi, c'est plutôt... je ne cherche pas à tourner autour du pot pour éviter la question, mais j'affirme une certaine confiance lors de cette phase de construction que nous sommes en train de vivre et de cette fenêtre d'opportunité que nous avons aujourd'hui. Juste sur les aspects, le soutien politique, dites-moi si je me trompe, mais en plus, c'est un soutien politique qui est multipartisan. Absolument. Absolument. Et j'ai eu l'occasion, ainsi que le général, de passer plusieurs fois à la fois en audition au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et on voit bien que sur ce type de sujet-là, il y a quand même un consensus assez large. Eh ben, je vais enchaîner derrière Emmanuel Kiva pour ne pas répondre non plus à votre question, ou plutôt la positiver. Il faut aller dans l'autre sens pour moi. Je pense qu'il faut saisir l'occasion offerte notamment par le plan de relance et la dynamique qui était lancée notamment par l'AID et d'autres organismes pour sortir de cette crise, servir les intérêts et les besoins des forces armées, évidemment, en matière spatiale. Mais ce plan de relance doit être l'occasion de redynamiser la filière spatiale, la rendre plus efficiente, et en même temps expliquer et bien marquer le point que le spatial est un domaine souverain, que ce soit civil ou militaire. Quand on parle de climat, c'est souverain. Et en plus, je pense qu'il faut en profiter pour expliquer aux Français en quoi le spatial sert leurs intérêts essentiels au quotidien. Ça sert au territoire, ça sert au climat, ça sert à plein de choses. Et ça, pour moi, c'est majeur pour expliquer pourquoi est-ce que la France, l'Europe investit dans ce domaine-là. En cela, nous pouvons, j'élargis puisqu'on n'est pas seulement sur la surveillance de l'espace, sur la maîtrise de l'espace, sur le CDE. Le ministère de la Défense a fait un fantastique travail pour mettre sur la table une ambition, une vision, etc., qui a conduit notamment à la création du CDE. Faisons pareil dans le domaine civil. On est dans un domaine dual. Il faut vraiment prendre du recul et élargir et y aller. Oui, alors je vais répondre, je vais être bref. Je crois que le général l'a bien dit et je vais être positif aussi. Il faut marquer des buts. Donc je crois qu'on a... Moi, j'ai pas de crainte parce que je trouve que tout ce qu'on a dit est extrêmement positif. On aurait pu parler aussi de l'effet d'entraînement que le commandant de l'espace peut avoir à l'export pour des PME. Enfin, on a un potentiel... au plus haut niveau de l'État, les engagements ont été pris. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Il y a de nouvelles organisations qui sont très dynamiques. Ça nous oblige à de l'efficacité. Donc je crois que pas une crainte, mais peut-être un point de vigilance. Il faut éviter la dispersion, il faut éviter l'éparpillement. Il faut faire des choix qui soient rapides, francs. Voilà. Donc il faut marquer des buts. J'aime bien. On n'est pas là pour jouer au ballon à la baballe. On est là pour effectivement marquer des buts sur des vrais enjeux. Le politique nous attend. Je pense que l'État français nous attend. On a des enjeux qui sont importants, aussi bien défense que civil. Je confirme que, la marque française est quand même très renommée, très très respectée dans le monde. Donc voilà, il faut qu'on soit efficace et qu'on déroule tout ça en temps et en heure et en faisant des vrais choix rapides. Nous arrivons au bout. Moi, en général, je vous laisse le mot de la fin. C'est trop d'honneur. Mais merci. Non, le mot de la fin, on pourrait dire beaucoup de choses encore. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, cette table ronde le montre, c'est que c'est une aventure collective, en fait. C'est vraiment une aventure collective. Et c'est vraiment mon credo, et c'est celui de mes équipes. Alors, évidemment, je l'ai dit dans mon introduction, cette énergie qu'on déploie, cette agilité qu'on essaye également de déployer, ça peut créer ici ou là une petite tectonique des plaques parce que peut-être le reste de l'écosystème n'est pas habitué à travailler comme ça, parce que certains acteurs se disent mais pourquoi c'était pas comme ça qu'on faisait avant, etc. Je crois que ça n'est pas très grave, c'est de la physique. Hein. Quand l'énergie crée de la friction crée de l'échauffement, ça se dissipe à un moment donné, on transforme l'énergie potentielle en cinétique et vice-versa. Donc, ça prouve qu'il y a mouvement. Et on marque des buts, et ça prouve qu'il y a mouvement. Voilà. Et le mouvement crée des espaces, et dans les espaces, on marque des buts. On revient. Et on va réduire l'entropie. Voilà, et on va réduire l'entropie. Donc je crois que c'est vraiment un enjeu collectif. Il y a un acteur important qui n'est pas... Enfin, il y a deux acteurs importants qui ne sont pas dans cette table ronde et qui auraient pu légitimement y être. C'est le
premier, c'est la DGA, mais Emmanuel Kiva est membre du COMEX de la DGA, donc d'une certaine façon, il représente la DGA, qui est aussi un acteur extrêmement important. Et le deuxième, c'est le CNES. Je l'ai dit en introduction et je terminerai par là. C'est pour nous aujourd'hui vraiment notre partenaire premier. On travaille tous les jours avec lui. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je vois que nous sommes dans les temps. Je vous remercie à tous. Et bon, s'il y avait une audience, je vous demanderais d'applaudir. Mais bon, les conditions sont ce qu'elles sont. Merci à tous.